Bonjour, bon après-midi. On vous propose aujourd'hui une réflexion autour de la question des prix de vente et de la manière dont on peut les fixer. Donc on va avoir, comme l'a dit Claire, l'intervention de Richard Lezeau, qui est producteur bio et aussi formateur et qui se présentera plus tout à l'heure, mais qui a développé un outil pour pouvoir approcher le calcul de ces prix de vente. Et puis Dominique Boutouillet, qui est producteur bio dans les Côtes-d'Armor et qui a participé à une formation de Richard cette année et qui pourra témoigner des changements que ça a pu apporter dans la manière, dans sa vision des choses et puis dans la construction de ses prix de vente. Moi, je suis animatrice aussi dans une structure de développement de la bio et il nous arrive assez souvent d'avoir des appels de producteurs ou de porteurs de projets qui voudraient qu'on leur donne les prix de vente des produits équivalents sur le département ou qui voudraient qu'on les oriente vers le bon prix de vente. Et on est souvent un petit peu embarrassé parce qu'on ne sait pas comment répondre au téléphone. À votre avis, vous, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de répondre ? Quelle serait la bonne réponse d'après vous ? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, 2-3 personnes qui auraient peut-être une hypothèse, c'est pas la bonne réponse, mais peut-être une hypothèse à formuler. Se baser sur le prix de revient calculé en fonction du coût de production, déjà. On a juste souvent raisonné justement en calant le prix de vente sur le coût de production et je trouve ça dangereux avec ce qu'on vit en ce moment. On entend beaucoup quand on discute avec des industriels, des grandes distributions, etc., qui ajoutent des rémunérations de capital ou des coûts de réinvestissement. Donc voilà, moi j'aimerais voir l'avis là-dessus, si est-ce qu'on cale le prix de vente au coût de production ou est-ce qu'on rémunère d'autres choses que le coût de production ? Dans le coût de production, j'ai intégré bien sûr tout ce qui concerne les investissements et le coût du capital. Ça dépend aussi comment on définit le coût de production. Non, moi je pense aussi à voir ce qui se fait sur le marché aussi, surtout si on est en circuit court, voir les prix et puis à peu près s'aligner, quoi. Il y a beaucoup sur Internet les prix des caisses, des machins, donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc je laisserai Richard et Dominique rebondir sur ces premiers retours que vous nous avez faits. Juste très clairement, avant de commencer, je voulais vous dire que déjà, donc, toutes les productions sont concernées par ce qui va être dit aujourd'hui. On ne vise pas une production plus qu'une autre. Et puis aussi vous dire qu'on va rester sur les enjeux globaux de la méthode. L'idée aujourd'hui, on a 1h30 pour discuter de ça. On ne va pas du tout rentrer dans les détails de comment on fait concrètement, puisque en fait, Richard donne des formations à ce sujet qui sont des formations, chez nous, on en a organisé cette année, de 3 jours plus un suivi individuel. Donc si vous voulez, c'est pas en 1h30 qu'on va pouvoir vous donner tous les trucs et astuces pour faire ça. Par contre, l'idée, c'est que vous sortiez d'ici quand même avec une bonne connaissance, une bonne compréhension de pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça et à quoi ça peut vous servir et en quoi ça va vous permettre à vous et à votre exploitation d'avoir peut-être une meilleure viabilité dans le temps. Voilà. Bonjour à tous, Richard Lezeau, donc j'ai un profil un peu particulier, parce que je suis de ce côté de la table aussi. Aujourd'hui, je suis arboriculteur bio en Vendée, bio et Déméter d'ailleurs, nous sommes en biodynamie depuis 4 ans. Et en plus de cela, je fais beaucoup de formations, certains diront beaucoup trop. Je suis de moins en moins présent sur la ferme, mais ça c'est un autre apprentissage, c'est l'apprentissage de la délégation. C'est-à-dire quand on n'est pas présent, il faut trouver des gens aussi qui soient là et qui fassent le travail à notre place. Et c'est un bon apprentissage également. Mon parcours, un parcours qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une école d'ingénieur agro sur Paris. Après, je suis avec une option gestion finance. Je suis parti dans la banque d'affaires d'abord. Après, j'ai été au Crédit Mutuel dans les engagements. Et puis plein d'autres missions au Crédit Mutuel. Et puis j'ai laissé Paris, la région parisienne, et je suis arrivé en Vendée en 89 où j'ai travaillé dans le conseil, où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à la Chambre de commerce de Vendée. Et puis arrivé à 40 ans, j'ai voulu faire autre chose. Voilà. À un moment donné, une révélation. Non, je ne pense pas que ce soit une révélation. On a tous dans notre tête, à un moment donné, des idées qui ont peut-être été contrariées.
Et puis, je me suis dit, il est temps que je fasse autre chose. Et je suis parti en arboriculture avec une particularité, c'est que l'arboriculture, certains d'entre vous connaissent, c'est pas quelque chose qui est facile. Et quand on connaît rien, moi j'étais à l'aise avec un compte de résultats, j'étais très à l'aise avec un bilan. Avec un pommier, je l'étais beaucoup moins. Bon, j'ai compris. L'apprentissage sur le tas. Et puis aujourd'hui, on arrive quand même à s'en débrouiller. Et puis les années ont permis d'avancer. Vraisemblablement avec une grande chance, c'est que quand on a commencé, on parlait beaucoup moins du bio. D'ailleurs, quand on a dit qu'on partait en bio en arboriculture, on nous a dit, alors déjà l'arboriculture, vous connaissez rien, mais alors en plus en bio, c'est du suicide. C'est bien Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire tout ce que les autres ne voulaient pas faire. C'est une bonne entrée en matière. Et donc, on a travaillé après en formation et en conseil de façon très particulière, parce que je pensais bien que moi qui avais fait beaucoup de conseils, beaucoup de formations, que jamais plus j'exercerais ça et que je passerais mon temps dans mes champs. Et puis à un moment donné, je pense qu'on est aussi rattrapé un peu. Alors est-ce que c'est rattrapé? Je ne sais pas. C'est quelque chose, moi, qui me plaisait aussi. Et avec une rencontre, on est parti. Je suis reparti sur un parcours de formateur, un parcours de conseil, avec peut-être une vision vraisemblablement différente, pour avoir beaucoup travaillé avec l'industrie, beaucoup travaillé sur cette notion de prix de revient, de coût de production, avec des termes qui étaient assez fixés. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de ces termes-là, c'est des termes qui sont assez vastes, assez vagues même pour certains, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion. Et on va essayer, peut-être ensemble, pas de tout expliquer, mais d'essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que je vous propose aussi pendant cette mini-conférence, d'essayer d'y voir un peu plus clair. Donc Dominique, voilà, je suis installé en 2007 en maraîchage et polyculture élevage en fait sur Plougonvert. Voilà, auparavant donc je me suis installé à l'âge de 28 ans. Auparavant j'avais fait formateur en agronomie en fait dans des CFA, CFPPA. J'ai travaillé au SDEC, j'ai travaillé chauffeur de CUMA et j'étais fils d'agriculteur. Mon père était producteur de légumes en fait dans le Nord Finistère. Voilà, aujourd'hui je suis installé sur une structure de 20 hectares avec 10 hectares en fait, qui sont cultivés en maraîchage bio, 5000 m² sous abri, il y a 3 salariés, voilà, on fait 2 marchés par semaine, plus de la vente directe en fait, en Biocop et chez un grossiste. Voilà. Tu as participé à la formation Prix de revient cette année avec le GAP 22. Pourquoi, comment cela t'est venu de travailler sur cette question, et puis comment ça t'est venu de t'inscrire? Alors, on en parlait juste avant en fait. Pour la formation, en fait, je me suis pas réellement inscrit en fait. En fait, on fait partie d'un réseau. On est plusieurs maraîchers à travailler en même temps. Donc, on compare nos fermes, on compare nos techniques, du coup on parle de coûts de production, il y a bien des questions qu'on se pose. En fait, on cultive à peu près 250 variétés, je crois, sur la ferme. Donc c'est difficile en fait de faire un calcul exact en fait de coût de revient en fait pour chaque légume. On sait il y a des légumes qui sont vraiment d'importance en fait sur la ferme. Donc là on essaye d'avoir une idée. Au départ, j'entendais quelqu'un qui se calait tout à l'heure les prix au fait, par rapport au prix de vente du marché. Au fait. Et je crois... après, ça dépend où on se situe dans les marchés. Mais moi, je fais essentiellement des marchés de campagne. Donc, entre guillemets, la concurrence que j'ai, c'est essentiellement du produit conventionnel. Il n'y a pas beaucoup de produits bio au fait, à côté. Donc, on essaye de garder une différence entre les prix pas énorme, alors que ça n'a rien à voir. Donc les premiers producteurs en fait, du département qui ont commencé à avoir cette démarche-là en fait, de calcul de coûts de production, on nous a amené des chiffres en fait, qu'on n'aurait jamais imaginé au niveau coût de production. Et là on s'est dit en fait, on se plante complètement. En fait. Ça veut dire qu'on est en train de travailler. On avait des notions de rémunération horaire en fait, mais qui étaient complètement décalées par rapport au SMIC horaire, quoi. Donc ça veut dire compliqué même dans la gestion du salariat et tout. Je veux dire, cette formation-là aujourd'hui m'a apporté beaucoup de sérénité au niveau de l'encadrement de l'équipe qui travaille avec moi, puisque aujourd'hui mes coûts de production je les connais, donc je sais sur quels légumes je dois m'orienter.
Je sais sur quels légumes on peut se permettre de perdre un petit peu parce que c'est des légumes qui viennent augmenter notre gamme et tout ça, mais voilà quoi, sur d'autres en tout cas on est sûr. Je trouve que cette formation-là nous a donné beaucoup d'assurance, notamment avec les grossistes et les magasins en fait, où on est sûr de notre prix de vente en fait, et finalement on se rend compte que ça passe quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent réellement notre produit et ils sont contents de la qualité qu'on leur envoie et en fait ils sont prêts en fait à payer le juste prix en fait. Donc en fait, c'était, t'es arrivé dans cette formation parce que y avait d'autres producteurs qui l'avaient fait, qui t'ont fait des retours, qui t'ont un peu bousculé et qui ont aussi bousculé les méthodes que tu utilisais un peu auparavant pour fixer ton prix, si j'ai bien compris. Ouais, je pense que si on fait pas la formation, en fait, on n'est pas d'égal à égal pour discuter. D'accord. Donc voilà, on entend ce que disent les collègues à côté et voilà. On va essayer du coup de vous éclairer un peu parce que là ça fait très mystère sur ce qu'il y a dedans. Richard, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous revenir sur les définitions, puisqu'en fait moi j'ai parlé de prix de vente, mais on a aussi parlé de prix de revient, de formation prix de revient. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, redéfinir vite fait ces termes avant qu'on aille plus loin? Ouais, alors je pense que pour redéfinir ça, il faut se replacer dans le contexte dans lequel on va travailler. La plupart du temps, il y a une confusion entre plusieurs choses. Il y a une confusion entre la comptabilité. Et là, dans la comptabilité, on va travailler sur des notions qui sont les notions de coût de production, qui vont faire appel à ce qui s'est passé dans l'entreprise agricole, dans la ferme en tant que telle, et qui vont nous permettre de redire le prix que nous a coûté une production ou l'ensemble de la production sur la ferme ou un produit en particulier. Là, nous, on est dans une définition sur le prix de revient qui est une définition de gestion. C'est-à-dire que la différence essentielle entre la comptabilité et la gestion, mais beaucoup d'entre vous le savent, la comptabilité, c'est ce qui s'est passé, d'accord, alors que la gestion, c'est ce qui va venir, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que la comptabilité, je vais travailler sur l'exercice que je viens de réaliser, alors que la gestion, c'est sur l'anticipation de ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc la notion du prix de revient, elle est liée à une notion d'anticipation. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir le prix auquel il faut que je vende ma production, qui n'est pas encore produite, mais pour que ça puisse intégrer les charges qui sont liées à la production que je prévois. Et dedans, il y a un certain nombre de choses qui sont des choses absolument pas comptables. On va y revenir un peu, mais on va par exemple travailler sur des notions qui ne sont pas des notions d'amortissement par rapport au matériel. Donc, le fait d'être en gestion, ça nous permet de nous exonérer quelque part de toutes les fonctionnalités qui sont liées à la comptabilité, notamment les fonctionnalités sociales et fiscales. C'est-à-dire que nous, on n'est pas bloqué, on peut faire ce que l'on veut. L'objectif que l'on a, c'est de définir un prix de revient dans un premier temps et un prix de vente dans un second temps, qui assure dans l'objectif la juste rémunération de l'exploitant, le maintien de son outil de travail et qui prévoit en fin de compte le développement et qui assure de la trésorerie. Donc on est sur quelque chose qui est très vaste mais qui est très fermé aussi. C'est que la plupart du temps quand on raisonne sur la notion de coût de production, on raisonne sur l'ensemble des charges de l'entreprise, mais on ne va pas plus loin. La plupart du temps, on n'intègre même pas la rémunération de l'exploitant. Donc, on n'est même pas sur la notion de trésorerie. Et pourtant, dans l'ensemble de ce que l'on fait en agriculture, on a besoin d'avance en culture, par exemple. Quand vous mettez en œuvre une culture, vous allez la récolter en arbo, c'est peut-être encore pire, mais même dans les cultures classiques, 8 mois après, et puis vous allez peut-être être payé que 2 ou 4 mois. Donc, il vous faut une avance de trésorerie qui est considérable. Et ça, la trésorerie, elle ne tombe pas du ciel. Est-ce que tu peux... Enfin, du coup, le prix de vente, il est directement lié à ce prix de revient. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer rapidement ce qu'intègre ce prix de revient ? Je veux dire, ce qu'il est important d'intégrer dans ce prix de revient. Oui, alors il y a plusieurs chapitres, on va faire relativement vite. Mais le premier chapitre, à mon avis, c'est les chapitres qui sont liés à la rémunération de l'exploitant, la rémunération du personnel à l'intérieur de l'entreprise, qui sont souvent des postes qui sont un peu laissés de côté, parce qu'il y a une croyance, la
croyance essentielle du monde paysan, c'est pendant toute ma vie de labeur, je ne vais rien gagner. Et à la fin de ma carrière, je vais essayer de trouver un pigeon pour racheter ma ferme que je vais vendre très cher. Et on arrive dans des situations qui sont des situations vachement difficiles au niveau des exploitations agricoles, parce que y a des valeurs de cession qui n'ont absolument rien à voir quelque part avec des valeurs d'exploitation et des valeurs de rentabilité. Tout ça parce qu'on est sur cette croyance-là. Mais moi, j'ai rien gagné pendant toute ma vie, mais je sais qu'au final, j'aurai le jackpot parce que je vais réussir à céder ma ferme. Ce qui est, à mon avis, de moins en moins vrai, pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'il y a une évolution. C'est-à-dire qu'auparavant, on était dans des structures où on vivait en autarcie, et aujourd'hui, on est dans des structures où on est ouvert sur l'extérieur. Par exemple, quand vous avez des enfants qui vont faire des études, il faut bien que vous les financiez. D'accord ? Auparavant, les enfants ne se posaient pas la question, ils travaillaient dans la ferme. Maintenant, ça a un peu changé. Donc, automatiquement, dès qu'on va ouvrir, il va falloir qu'on prévoie des rémunérations et des rémunérations plus importantes. Aujourd'hui, quand il y a deux conjoints qui sont ensemble et un seul qui travaille sur l'exploitation, un qui travaille à l'extérieur, celui qui travaille à l'extérieur, il va vouloir partir en vacances parce que vis-à-vis de ses collègues, il va dire que lui aussi est parti en vacances. Ça ne se connaissait pas dans le monde paysan. La notion de vacances, elle n'existait pas. Donc ça, il va falloir aussi l'intégrer, et l'intégrer en termes de rémunération. Donc la rémunération, ça ne va pas être une rémunération finale, ça va être une rémunération d'entrée de jeu. Et il va falloir que je le prévoie, c'est-à-dire que je prévoie mon niveau de rémunération et que j'intègre ce niveau de rémunération quelque part dans le prix de vente de mes produits. Premier niveau. Deuxièmement, les salariés. Il va falloir que, dans beaucoup de structures, vous allez avoir recours à des salariés. Et là aussi, il va falloir intégrer cette charge, la charge salaire plus charge sociale, dans le prix de vos produits. Autre point, et ça c'est propre peut-être dans la philosophie de l'outil qu'on a mis en place. La philosophie, c'était une sécurisation de l'exploitation agricole et une notion d'autonomie. C'est-à-dire se dire que la ferme, il allait falloir qu'elle puisse faire face à un certain nombre d'aléas. Parmi ces aléas, et c'est beaucoup le cas dans les exploitations laitières aujourd'hui, il y a le grand-père qui continue à travailler dans la ferme et qui est quelque part pas rémunéré. Ça s'appelle de l'entraide. D'accord ? Et nous, on va essayer d'intégrer, on intègre l'entraide dans le prix de revient du produit. De sorte à ce que le jour où le grand-père ne sera plus là parce que vous l'aurez usé à force de le faire travailler, on essaiera et on pourra prendre quelqu'un parce qu'on aura intégré le coût du grand-père comme un coût qui était lié à une production et on va pouvoir de la sorte réintégrer une charge salariale au moment où il va falloir le remplacer. Donc premier poste qui rentre dans la notion de prix de revient, tout le poste qui est lié aux rémunérations. C'est le poste le plus important. Selon les productions, les rémunérations, c'est entre 60 et 80% des charges totales. Donc, c'est un poste sur lequel il va falloir beaucoup travailler. Deuxième poste, je peux continuer, Agathe ? Deuxième poste, c'est réfléchir sur l'outil de travail en tant que tel. Alors là, par rapport à ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui est relativement important. C'est que l'outil de travail, il faut le raisonner réellement comme on raisonne dans une entreprise. Ce n'est pas un outil de travail qu'on va acheter à un moment et qu'on va aller jusqu'au bout et qui va être usé. Et à la rigueur, à la fin de sa carrière, qu'on va vendre comme un outil qui va être usé. Mais on va toujours réfléchir sur la capacité à renouveler le matériel. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait toujours à l'intérieur de son exploitation la capacité à renouveler le matériel et à faire en sorte que tout le matériel soit du matériel qui soit en bon état et qui nous permette de fonctionner. Ça veut dire que là, je vous l'avais dit tout à l'heure, on s'exonère de la notion d'amortissement qui est une notion comptable et on va mettre à côté de ça une notion qui est la notion de valeur de renouvellement du matériel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le tracteur, j'ai un tracteur dans mon exploitation. Ce tracteur-là, il a une valeur au départ de 30 000 euros, 40, 50, 100 000 euros, ce que vous voulez. Comptablement, vous l'amortissez sur 7 ans. La 8e année, le tracteur, il rentre absolument plus dans le prix de vente de vos produits, puisqu'il est plus présent.
Alors que nous, notre logique, c'est de se dire, ce tracteur, on va toujours intégrer sa capacité à le renouveler. C'est-à-dire que la 8e année, le tracteur, il sera présent comme la première année de l'amortissement comptable. De sorte à ce que si j'ai besoin de changer ce tracteur, la 8e année, ça ne remette pas en cause la viabilité de ma structure, mais que je sois dans la capacité de changer ce tracteur. J'ai vu un certain nombre de fermes. J'ai vu dans certaines fermes, le changement du tracteur, ça a amené la perte de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des structures où l'exploitant était incapable de pouvoir changer de tracteur, parce que le coût du changement du tracteur, ça faisait que toute la ferme était en train de tomber. Donc pourquoi on en est arrivé là? C'est qu'on n'avait pas intégré de valeur du tracteur en tant que tel. Pourquoi on travaille comme ça? Moi, c'est pas un hasard, hein. Ce type de fonctionnement, je ne l'ai pas inventé. C'est des choses qu'on reprend dans l'industrie, hein. On parlait de la notion d'industrie tout à l'heure. On a toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai travaillé la notion des prix de revient dans la brioche, par exemple. Et ben, dans la brioche, on a toujours la capacité à renouveler l'ensemble de la flotte du matériel. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que le jour où je vais céder ma ferme, ben, j'ai un outil de travail qui est en bon état. J'ai toujours dans ma ferme un outil qui est en bon état. Et je me donne la capacité d'avoir un outil qui est en bon état. D'accord? Qu'est-ce que ça amène? Vous allez me dire, quand on réfléchit un peu, c'est-à-dire que le prix va m'amener une valeur, hein, je vais intégrer dans mon prix, pour l'exemple de mon tracteur, une valeur que je ne vais pas dépenser en tant que telle, même si l'amortissement, je ne le dépense pas. Et bien ça, pendant que je vais l'avoir, cette valeur-là, ce n'est pas une valeur fictive, hein, c'est des euros, et bien ça va m'amener aussi de la trésorerie. D'accord? Et cette trésorerie-là, j'en ai besoin dans mon exploitation, à moins que vous ayez des structures, vous n'ayez pas besoin de trésorerie. Peut-être que vous n'avez pas besoin de trésorerie. Vous êtes tous déjà très armés en... Non, Claire, tu n'as pas besoin de trésorerie dans ta ferme, non. Donc, je vous disais tout à l'heure, la trésorerie, elle ne tombe pas du ciel. Donc, quand on met en place une autre valeur, une autre façon de calculer les valeurs, notamment par rapport aux valeurs de renouvellement, tout ça, ça nous apporte de la trésorerie. Et ça fait qu'on va avoir dans sa structure une enveloppe de trésorerie qui est quand même relativement intéressante, parce que je vous ai dit, c'est quand même le nerf de la guerre dans ce qui nous intéresse, notamment lié aux notions d'avance en culture et de stock. Deuxième élément, donc, la valeur du matériel. Quand on a fait la charge de personnel et la notion du matériel, on a déjà pratiquement fait une très grosse partie des charges qui sont liées à la structure. Troisième élément, bien évidemment, on va reprendre toutes les charges usuelles de la ferme. Mais la différence que l'on va avoir par rapport à travailler sur simplement les données qui sont liées au compte 6 de votre comptabilité, là, on va anticiper. Vous créez un bâtiment, par exemple. Vous créez un atelier de transformation. Cet atelier de transformation va générer des consommations supplémentaires. Des consommations d'eau, des consommations d'électricité, des assurances supplémentaires, enfin, un certain nombre de charges qui vont être liées à ce bâtiment. Si vous reprenez quelque part votre comptabilité, vous n'allez pas intégrer ces nouvelles charges-là. Et vous allez arriver à des prix qui vont être inférieurs, enfin, votre prix de vente va être inférieur quelque part aux besoins de votre entreprise. Et ça va créer un blocage. Donc là, quand on va retravailler sur le volume des charges qu'on intègre dans le calcul du prix de revient, on va jouer par anticipation et on va calculer des charges qui vont être approchées. C'est jamais réel, hein, parce que prévoir tout ce qui peut se passer, et notamment des éléments climatiques, c'est difficile. Toujours est-il qu'il faut mieux quand même prévoir quelque chose, peut-être se tromper un peu dans les prévisions, que de rien prévoir du tout, parce que là, on est sûr de se tromper complètement. Ça va? Je ne vous ai pas endormi? C'est bon? Donc, on intègre tout ce qui est lié aux rémunérations. On intègre tout ce qui est lié au matériel, à la flotte de matériel. Mais globalement, quand je parle de matériel, je parle de bâtiments, je parle d'un certain nombre de choses comme ça. On intègre l'ensemble des autres charges. Après, il y a deux solutions. Soit on est sur de la monoculture. Et quand on est sur de la monoculture, c'est quelque chose qui est très simple à calculer, hein. Un prix de revient, on divise une production, un volume, enfin,
un ensemble de charges par un volume produit et ça va très vite. Quand on est dans du maraîchage et dans du maraîchage diversifié, ça va compliquer un peu plus les choses. Donc là, on ne va pas passer... j'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer comment on fonctionne, mais en gros, on va travailler sur des prorata et on va travailler avec des clés de répartition pour réussir à intégrer un certain nombre de productions. On peut en intégrer beaucoup. Toujours est-il qu'il faut que vous ayez aussi le temps de matérialiser les temps nécessaires pour qu'on ait quelque chose qui tienne à peu près la route. Mais on travaille avec une clé de répartition. La clé de répartition, son rôle, ça va être de quoi ? Ça va être de proratiser en fin de compte chaque charge. Un exemple, vous avez une note d'électricité. Est-ce que la note d'électricité, vous l'affectez aux carottes, vous l'affectez aux poireaux, vous l'affectez aux pommes de terre ? Comment vous faites ? C'est pas évident. Donc, on va construire une clé de répartition par rapport à un certain nombre de données. Et cette clé de répartition, c'est elle-même qui va affecter directement un certain nombre de postes de charge. Ensuite, on va intégrer les intrants, tout ce qui va être... je suis horticulteur, je produis du semis de poireaux. La graine de poireau, le compost, tous les intrants qui vont être dedans, je les intègre au coût réel. Et à partir de là, j'arrive à une charge totale. Et cette charge totale, elle est divisée par rapport au nombre de produits. Et j'arrive à mon prix de revient. Voilà. Je voulais revenir sur une notion que tu n'as peut-être pas abordée aussi, qui était le risque de perte, que ça soit à la production, au stockage ou à la vente, qui est quelque chose aussi d'un peu nouveau, je l'imagine. Oui, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que j'ai la capacité aussi de devenir mon propre assureur. C'est-à-dire, c'est quoi un assureur ? C'est quelqu'un qui va vous prendre une quittance moyennant un risque. Et la quittance, elle vaut pour à peu près, sur certaines productions, 10% du risque encouru. Entre 3, 5 et 10% en général. Plus le risque est important, plus le prix est fort. Donc là, on peut tout à fait intégrer, nous, en amont, de devenir son propre assureur. C'est-à-dire que moi, je vais intégrer le fait de prendre, par exemple, 10% sur une production. Ma pomme de terre, je considère que je vais prendre un risque de 10%. C'est-à-dire que quand j'en produis une tonne, je vais considérer que j'enlève 10% de cette tonne. Je vais calculer mon prix de revient simplement sur la tonne moins les 10%. Et comme ça, je deviens mon propre assureur. Alors, c'est bien, à une seule condition, c'est que la trésorerie qui va être générée pour ça, vous ne vous en serviez pas pour aller acheter un tracteur ou pour partir en vacances. D'accord ? Il faut avoir, quand vous allez commencer à travailler sur une gestion un peu plus fine de l'entreprise, la capacité à pouvoir imaginer que vous avez des petites armoires et puis que chaque fois que vous prenez de la trésorerie à un endroit pour assurer un risque, prévoir un besoin par rapport à une avance en culture et ainsi de suite, ça soit bien affecté dans un tiroir et que vous n'alliez dans ce tiroir que pour le besoin que l'on a défini au préalable. Parce que vous avez à un moment donné une grosse trésorerie et vous dites « Ah bah tiens, il y a un super tracteur, eh ben, j'achète ce tracteur-là parce que j'ai de la trésorerie et je peux l'acheter », on va revenir à la case départ et tout ce que l'on va avoir mis en place, ça aura servi à rien. Et donc là, une fois que tu as intégré tout ça, tu obtiens tes prix de revient. Tu rajoutes... qu'est-ce qui se rajoute à ce prix de revient pour obtenir le prix de vente ? Entre le prix de revient et le prix de vente, il y a deux choses. La première, c'est la plus facile, c'est la TVA. Et puis le dernier élément, c'est aussi une notion de marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est quoi ? C'est prévoir aussi quelque part le développement de l'exploitation. Alors c'est quoi un développement dans une exploitation ? Si je prévois quelque part de la croissance dans ma structure, je prévois d'augmenter mes surfaces, je prévois de construire ou d'acheter du matériel, il va me falloir aussi une partie d'autofinancement. C'est quoi l'autofinancement ? C'est que vous n'allez pas aller voir le banquier pour financer 100% de l'ensemble de vos besoins, même si lui, il est prêt à vous financer. À un moment donné, vous risquez d'avoir un blocage, d'accord ? Ou un surendettement. Donc là, ce que vous avez, c'est que vous avez une capacité à générer de la trésorerie pour assurer une partie de votre autofinancement. Ce n'est pas dire que vous n'aurez plus jamais besoin de la banque, c'est simplement dire que vous n'en aurez pas besoin complètement. Et
puis ça peut servir aussi à financer la recherche, le développement, ou une partie aussi de la trésorerie structurelle de l'exploitation. Donc pour résumer, cette méthodologie là qui s'opère par produit vendu, elle permet d'autofinancer le remplacement du matériel, de pallier aussi au risque de perte au stockage, à la production ou à la vente, de générer une trésorerie pour assurer le fonctionnement de l'exploitation et aussi de prévoir le développement de nouveaux projets, d'avoir du fonds de côté pour pouvoir investir dans de nouvelles productions, de nouveaux outils ou nouveaux ateliers, quoi. Oui, ça s'appelle du fonds de roulement, hein, quelque part. Dominique, toi, tu as donc assisté à la formation cette année et cette formation, c'est la première fois qu'on l'a proposée de cette manière-là. Elle a permis d'aller jusqu'au bout du calcul chez les participants qui le souhaitaient. Du coup, tu as pu réaliser totalement le calcul avec moi et Richard cette année. Et puis, peut-être que tu utilises toujours l'outil et que tu le fais toujours évoluer. Quelle a été ton impression quant à la méthode déjà? Alors, quant à la méthode, pour la première fois, en fait, on abordait le coût réel des choses, en fait. Quand on regarde le bilan comptable, en fait, effectivement, quand on parlait des amortissements et tout ça, à chaque fois, il y a des lignes qui disparaissent. En fait, l'outil n'est plus là. On n'y pense plus. En fait, d'ailleurs, il ne rentre plus dans les coûts de production. Et cette trésorerie, en fait, on l'a jamais de côté. Moi, je suis carrément passé là en un an d'un fonctionnement en fait en ouverture de crédit à en fait un autofinancement en fait de la ferme, au moins au niveau avance en culture et tout ça, quoi. Et je sais qu'on a discuté pas mal de ça avec le comptable et lui, il avait du mal dans un premier temps à voir en fait l'intérêt en fait de ce calcul-là, où lui, il est vraiment borné en fait. Un tracteur, ça s'amortit, à un moment donné, ça vaut plus rien, et puis fiscalement, il y a tous les avantages et tout. Alors que là, l'avantage de ça, c'est qu'on travaille sur des coûts réels. Et entre guillemets, si le comptable il a quelque chose à faire en fait à la fin de la saison au niveau fiscal, il le fait, quoi. Ça fait un plus en fait pour nous. Ça veut dire ça vient encore en fait dans notre trésorerie en fait, et ça apporte énormément de souplesse en fait. Par rapport à ce que j'ai fait avant, là en l'occurrence c'était la première fois que je me posais au fait sur papier à déterminer au fait tous les temps de travaux qu'on avait au fait sur chaque légume, quoi. Ça veut dire le temps de récolte, intégrer au fait les temps morts qu'on a sur la ferme, ça veut dire la distance en fait parcourue en tracteur pour aller chercher tous les légumes, les temps de vente en fait. Donc ça veut dire répartir à un moment donné le temps de vente qu'on passe sur les marchés ça représente combien d'heures, le temps de vente en fait pour les livraisons ça représente combien d'heures, et du coup d'intégrer tout ça et de pouvoir comparer en fait à un moment donné, d'avoir sur papier c'est vraiment hyper analytique, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Et quand tu as fait le calcul sur ta ferme, qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce que tu as eu des choses surprenantes Alors du coup, comme on est un groupe de maraîchers, le travail de réévaluation des prix, on l'avait déjà démarré avant, en fait. Donc, entre guillemets, j'ai eu moins de surprises en fait que d'autres producteurs, sur les coûts de production. Ça veut dire que j'avais déjà commencé en fait à réévaluer en fait certains prix de vente en fait mais avec ce souci-là, quoi. Je veux dire, ça c'est là on est en 2016 aujourd'hui. J'étais donc jusqu'en 2012 en fait. Globalement, la ferme demandait beaucoup de travail. Et avec des rémunérations qui étaient bien loin du SMIC, quoi. Ça veut dire que le rapport il était à peu près entre 2 et 4 euros de l'heure en fait, globalement. Ça veut dire 4 000 heures cumulées sur l'année de travail en fait, pour une rémunération entre 12 et 20 000 euros, quoi, en moyenne sur les années. Donc ce calcul-là en fait, donnait aujourd'hui le résultat qu'on a eu l'année dernière, quoi. Donc moi je suis tombé sur mes pieds, mais parce que j'avais déjà peut-être anticipé au fait ce travail-là par la collaboration en fait que je peux avoir avec mes collègues maraîchers. Et est-ce qu'aujourd'hui tu continues à... Je veux dire, est-ce que c'était un calcul ponctuel ou est-ce que tu utilises toujours l'outil? Parce que déjà tu l'avais pas fait, comme disait Richard, comme tu as un nombre important de
d'espèces et de variétés. Tu n'avais pas fait le calcul pour la totalité. Comment tu as procédé ? Alors, comment j'ai procédé ? Globalement, j'avais à peu près en fait, tous les chiffres en tête. Donc, à un moment donné, je me suis posé, j'ai mis tous les chiffres en fait, sur papier et par culture, quoi. Et là, comment j'utilise l'outil en ce moment ? En ce moment, voilà. L'été vient de passer, on est en pleine production, donc j'ai encore peu de temps en fait pour me poser justement chaque semaine et enregistrer au fait tous les temps. Donc de temps en temps en fait on se pose sur une culture, hop, et là on a une montre à côté de nous, en fait on détermine le temps de travail en fait et là à partir de ce moment-là on prend des notes. Et en tout cas dans un premier temps je pense seulement faire un bilan en fait chaque année. Et voir où est-ce que je me situe au fait, par rapport au coût de production, quoi. Tu comptes donc mettre en place des outils de suivi pour essayer d'affiner en fait, de plus en plus ce que tu as pu remplir cette année Ouais. Et du coup, là, cette année, ça a été déjà d'intéresser au fait, l'équipe à ça. Au fait. Ça veut dire que tout le monde est concerné. On est en train de parler de rémunération. Donc, et puis, globalement, là, tout le monde le sent bien. Ça veut dire qu'on a moins de pression. Donc, et donner des repères, en fait, aussi, quoi. À un moment donné, là, on est 4 à travailler. Donc, on n'est pas toujours en même temps. Souvent, on est par équipe de 2. Et de se rendre compte, en fait, à un moment donné, hop, on vient me voir, on me dit, non, Dom, là, finalement, par exemple, le haricot vert, qui a un chantier au niveau main-d'œuvre, maintenant, voilà quoi, je vois Christophe ou Yannick qui arrivent et qui me disent non là Dom ça vaut plus le coup du tout de ramasser les haricots verts parce qu'on y passe trop de temps quoi. Voilà, donc ça permet aussi de donner des outils de décision aux personnes, des repères qui travaillent avec moi quoi. Ça permet aussi d'avoir une vision un peu du système et peut-être de le re-questionner. Je pense, en ce qui te concerne, ça a quand même validé un certain nombre d'investissements que tu venais de faire, notamment dans le stockage, par exemple. Oui. C'est pas clair ce que je veux dire. Si, c'est clair, ouais. Tu peux repréciser Mais ça, c'est des investissements où après coup, on se dit, mais pourquoi on l'a pas fait avant ? Voilà, on s'est retrouvé en 2014 en fait à investir dans des chambres froides. Et donc dans cette chambre froide, on stocke à peu près 140 palox, ça fait 150 mètres cubes. Et on se rend compte en fait que le coût d'utilisation en fait de cette chambre froide, c'est à peu près 3 ou 4 palox. Et globalement, quand on regardait les années précédentes, en fait, on perdait plus de 3 ou 4 palox en fait sur la saison. Et puis une fois que tout est en frigo, on a le temps quoi. Ça veut dire une fois que tout est rentré. Si les gens ils veulent pas manger de pommes de terre, c'est pas grave, en fait on les aura encore dans 2 mois. Alors que s'ils veulent pas manger de pommes de terre quand on n'a pas de frigo et qu'elles commencent à germer, à se ramollir et tout, et puis là toujours pareil, ça devient une force aussi au niveau maintien des prix quoi. Voilà. Il y a 3 semaines on me demandait de la pomme de terre, je dis non là on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps de la préparer et puis. Aujourd'hui, je m'inquiète même pas si je vais la vendre ou pas la vendre. En fait, là, dans tous les cas, elle est stockée. Voilà. Quand on parlait de vacances, c'est pareil. Ça aussi, ça permet à un moment donné de poser les choses. Hop, tout est stocké et hop, on peut profiter, quoi. Et tu disais donc tout à l'heure que, au final, les prix. Donc, est-ce que tu as dû quand même rehausser certains prix, réajuster certains prix suite à ce calcul ? Alors sur le prix de vente marché, donc alors qu'auparavant en fait on fixait les prix par rapport à des mercuriales et des cours de marché, on avait déjà rehaussé certains prix au fait. Et là où ça nous a vraiment donné de la force en fait, c'est en prix de négociation dans les magasins, où on nous sort des prix marché au fait. Voilà. C'est souvent le double discours du magasin où ils ont besoin du maraîcher local en fait, qui apporte une image en fait de commercialisation directe. Et donc du coup, on a aussi besoin d'eux parce que ça permet d'écouler des volumes en fait, qui ne seraient pas forcément destinés aux gros. Ils sont souvent aussi beaucoup plus souples en fait, au niveau de, entre guillemets, pas de la qualité, mais du calibrage en fait, notamment quoi. Ça veut dire que des produits des fois pas calibrés, en fait, trouvent une place en fait en vente en magasin, qui trouvent pas forcément en fait en vente en gros. Quoique les grossistes sont plus trop difficile ces temps-ci là.
Et cette année, ouais. Et auparavant, on parlait de prix de vente sans appui, en fait. Là, aujourd'hui, du coup, noir sur blanc, en fait, on sait que nous, notre ferme, en fait, elle demande tant de temps pour produire 1 kilo de ce produit-là, et que si on ne vend pas, en fait, à ce prix-là, en fait, c'est de notre poche, quoi. Notre poche, ça veut dire c'est de notre rémunération, en fait. Et Richard, du coup, est-ce que ça arrive dans les stagiaires que tu vois passer, qu'il y ait des gros écarts entre ce qui se pratique comme prix de vente et puis le prix de revient qui ressort du calcul? Et dans ce cas, comment est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible pour ces gens-là finalement d'arriver à vendre à un prix juste? Qu'il y ait des gros écarts, oui, c'est des fossés certaines fois. Parce que la problématique du prix, elle est vaste. Comment expliquer ça? Le prix, tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on nous rabat les ménages par la presse, par la radio, par la télé, ça ne veut plus rien dire du tout en tant que tel. Aujourd'hui, quand j'achète 2 baguettes, j'en ai une 3e gratuite. C'est quoi le sens derrière? Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? 4 pour... j'en ai 5 et j'en paye 4. Je paye pas la TVA. Je fais 70% de remise. La notion de prix en tant que telle, elle est plus identifiée et ça veut plus rien dire. Donc, moi, si je me laisse emmener quelque part, si je me laisse bercer par tout ce que j'entends, y compris dans le bio. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis peu de temps, Lidl commence à faire des pubs sur le bio, en mettant en avant des prix de produits qui, concrètement, quand on travaille un peu sur les prix de revient, sont infaisables. Alors après, il y a toujours des gens qui peuvent rentrer dedans. Mais je crois que si on se laisse emmener dans ce schéma-là, on va faire ce que toute la filière conventionnelle a fait jusque-là. C'est-à-dire qu'on est assuré de la faillite dans 10 ans. Alors, on avait prévu aussi de parler de comment on en était arrivé à cette notion de prix de revient. Et je me rappelle tout à fait au début, en 2007, donc on avait une réunion qui avait eu lieu à Valence, où il y avait Elisabeth Mercier qui s'occupait de l'agence bio. Et à ce moment-là, alors qu'on était vraiment dans une situation où on avait une offre de produits bio qui était bien inférieure à la demande, on commençait déjà à parler de la problématique du prix. Et qu'est-ce que ça voulait dire, cette problématique du prix? Ça voulait dire qu'il y avait des producteurs qui avaient intégré que ce qu'ils vendaient, ce n'était pas un produit, c'était un prix. Tant qu'on vendra un prix et qu'on ne vendra pas un produit, avec l'image qui va y être associée, et toute la chaîne du travail que ça représente, on n'y arrivera pas. D'accord ? Et il va falloir que l'on apprenne à dissocier cette notion du prix, cette notion du prix de marché, parce que le prix de marché, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'il y en a un qui a fait une connerie quelque part et tout le monde va faire la même connerie que lui. D'accord ? C'est ça le prix de marché. Donc, s'il y en a un qui est au bord de la falaise et que tout le monde s'approche de la falaise, c'est certain que tout le monde va tomber. Ok ? Est-ce que c'est ça que nous souhaitons mettre en œuvre, et notamment sur la filière bio ? Pour ma part, non. D'accord ? Il faut faire en sorte que l'on arrive à recréer sur la filière bio ce qui a fait que la filière conventionnelle est en faillite. Il faut pas recréer ces systèmes-là. Il faut faire en sorte que l'on puisse se réaffranchir de cette notion du prix pour faire en sorte qu'on ait des producteurs qui gagnent leur vie dans la production qu'ils mettent en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout et n'importe quoi. Parce que ça voudrait dire qu'à la rigueur, quelqu'un qui produit 10 tonnes de pommes de terre là où les autres produisent 30, en appliquant ce que je vous dis, il va vendre ses pommes de terre 3 fois plus cher. Non, il faut quand même avoir une connaissance technique. Mais il ne faut pas simplement avoir une connaissance technique, il va falloir avoir une connaissance aussi en termes de gestion. Et être en mesure c'est ce qu'on propose, de calculer le prix qui va être le prix juste, qui assure la juste rémunération en 1 de l'exploitant et en 2 de l'ensemble de la charge qui est liée à l'entreprise. Et du coup, la question c'était, est-ce que c'est possible de vendre au juste prix? Donc ça veut dire réévaluer ses prix et
petit à petit peut-être et se donner les moyens de... Enfin, est-ce que tu peux réexpliquer concrètement ? Je vais dire, il y a deux solutions. Réévaluer ses prix petit à petit ou progressivement. Il est certain que le mieux, c'est de réévaluer progressivement. Toujours est-il qu'il arrive que dans des situations, on intervienne en SAMU. C'est-à-dire, moi, je vends un produit 1 euro et il faudrait que je vende ce produit 3 euros pour que mon entreprise s'en sorte. Si je continue à le vendre 1 euro en disant je ne peux pas le vendre plus cher, ça veut dire que l'entreprise, de toute façon, elle va péricliter. On est d'accord, hein ? Il faut s'extraire de cette notion-là pour réarriver à un prix qui soit rémunérateur pour que j'ai une viabilité de mon entreprise. L'objectif, il n'est pas autre, hein. Il n'est pas de vendre du produit, il est d'apporter une rentabilité à la structure que l'on a en place. Et Dieu sait si c'est difficile avec déjà tous les risques, à commencer par le premier risque climatique que l'on peut avoir. Okay ? Ceci dit, on n'empêchera jamais l'effet de la commercialisation en masse, hein, qui est pour eux de dire nous, on vend moins cher que moins cher. D'accord ? Parce que si je dis moins cher que moins cher, j'ai beaucoup de trafic. La seule différence qu'il y a, c'est qu'un magasin, quand il vend moins cher que moins cher, lui, à la rigueur, il n'en a rien à faire. Il a toujours sa marge. Parce que lui, il a calculé pour avoir sa marge. Il a calculé pour avoir la rémunération et la rémunération du capital et puis tout ce qui va avec. Celui qui paye la différence, c'est qui ? C'est le producteur. Alors aujourd'hui, c'est facile. On dit, de toute façon, si je ne réussis pas à avoir ça ici, je délocalise, je vais faire venir des produits d'un peu partout et j'arriverai toujours à trouver le produit au prix que je veux. Et là vient tout l'intérêt d'associer quelque part le produit au producteur, à ce qui s'est fait et à ce que le gars met en œuvre pour produire, avec une notion de terroir, avec tout ce qui va pouvoir aller avec. Moi, je voulais rajouter peut-être quelque chose. Là, je crois que dans cette formation-là aussi, on fait l'approche où on est justement plusieurs producteurs. Et quand on fait effectivement le calcul des coûts de revient, on ne tombe pas sur la même chose. Là, à un moment donné, il y a eu un tour de table en fait, sur les différences qu'on trouve. En fait. Les différences, c'est que moi, cette formation-là, si je l'avais faite en 2012, je pense que j'aurais un peu pleuré, quoi. Parce que mes coûts de production étaient bien supérieurs en fait, au prix de vente que j'avais sur les marchés et chez les grossistes. Donc, il y a aussi un temps, quoi. Voilà, quoi. 10 ans, je dirais, c'est pas long. Et c'est le temps qu'on a besoin, en fait, en agriculture, des fois, pour acquérir, en fait, l'expérience, quoi. Et, voilà. Nous, on expérimente une fois par an, en fait. Donc, si on se trompe, en fait, au mois d'avril, quand on implante les carottes, on réessaye un an après, quoi. Donc, les cycles sont un peu longs et... on a besoin dans ce système-là de temps. Et là, quand on faisait la conclusion en fait, sur les coûts de revient et la différence en fait, des coûts de production, des coûts de revient qu'on avait en fait, entre différentes fermes, c'était aussi là-dessus qu'on pouvait trouver des solutions. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on ne peut pas vendre sa pomme de terre 3 fois plus cher parce qu'on fait 10 tonnes de moins. C'est les questions aussi, pourquoi est-ce qu'on fait 10 tonnes de moins ? Après, on peut aussi trouver des différences variétales. On peut mettre en avant une valorisation parce qu'on fait vraiment un produit exceptionnel et que ce produit exceptionnel, en fait, il vaut effectivement 3 fois plus cher que la pomme de terre qui fait 30 tonnes hectares. Ça ouvre en fait plein de pistes. En fait, ça nous donne des outils, quoi. Puis l'autre chose, c'est que si la pomme de terre, je ne peux la vendre qu'à 1 euro et qu'elle me coûte 2 euros, peut-être que moi, je peux trouver à l'acheter ailleurs, chez un de mes collègues qui est spécialisé dans la pomme de terre, qui lui va me la vendre 80 centimes. À 80 centimes, il va gagner sa vie parce qu'il a un système qui est avec une expertise sur la pomme de terre. Et moi, je vais gagner ma vie et lui va la gagner également. Et il ne faut pas s'obstiner à tout prix à vouloir tout produire. Dans les exploitations, je parle du maraîchage parce que c'est souvent les maraîchers qui sont concernés, mais il y a certainement des choix à faire. Il y a certainement des produits où il va falloir partir sur des produits à plus forte valeur ajoutée et laisser de côté des produits à moins forte valeur ajoutée dans des systèmes diversifiés. Il y a un certain nombre de choix qu'il faudra mettre en œuvre. En fait, le fait de décortiquer comme ça le prix de revient par produit,
ça permet aussi d'avoir de prendre de la hauteur sur son système et puis de remanier certains dysfonctionnements, si j'ai bien compris. Oui, et puis de voir effectivement ce qui se passe dans la gestion de mon entreprise. Peut-être que si je reprends mon exemple de la pomme de terre, je ne suis pas bon sur la pomme de terre. Donc, soit je m'améliore, je mets en œuvre, j'essaye de trouver un conseiller, je mets en œuvre des formations pour m'améliorer dessus. Ou soit, peut-être que je n'ai pas le terroir qui est adapté pour faire ce produit-là. Et ce produit-là, je vais le travailler avec quelqu'un d'autre. De la même façon, on peut se dire aussi que travailler sur les prix de revient, ça peut aussi passer par une notion de mutualisation. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer de pouvoir partager du matériel, hein, mais on peut aussi imaginer de partager des cultures. Si je fais 2000 m² de carottes, je serai moins bon sur mes 2000 m² de carottes que si j'en fais 2 hectares. Et peut-être que si on se rassemble à 3 ou 4 maraîchers, où il y a un maraîcher qui va peut-être se spécialiser dans la carotte, lui, il va avoir un meilleur résultat sur la carotte qu'il met en œuvre s'il a une production qui est plus importante. Et puis après, on fait tourner. Ça peut donner aussi les moyens d'évoluer quelque part dans sa structure. Et puis de se réassurer. C'est-à-dire que si on est sur plusieurs sites, sur plusieurs unités, ça va faciliter aussi les choses à un moment ou à un autre. Il ne faut pas toujours raisonner tout seul. Hein. C'est vrai qu'on est dans beaucoup de spectres sur l'agriculture biologique, de faire ensemble et autres. Mais très concrètement, quand on arrive sur la finalité de la production, les gens, on les retrouve tout seuls. D'accord ? C'est peut-être un peu dommage. Il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre en œuvre à plusieurs. Tout seul, je ne peux pas acheter une machine. Si on est plusieurs, cette machine-là, je peux l'acheter sans qu'elle représente un surcoût dans mon exploitation phénoménal. Et quand je vais avoir cette machine, peut-être que ça va me permettre de faire d'autres cultures. Ou peut-être que cette machine, on peut imaginer que ça soit aussi des terres. Et que je peux affecter des terres qui sont meilleures parce que moins humides et ainsi de suite, à certaines productions, et puis d'autres à d'autres productions. Il ne faut pas simplement que je raisonne sur l'unité, mais il faut que j'ouvre un peu. Le champ des possibles, il est infini. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont assisté à cette formation. Est-ce que, Claire, tu veux venir peut-être donner ton impression aussi sur comment vous l'avez vécu, vous, dans votre ferme, en sachant que vous, c'était en fait la toute première session qu'on organisait. Donc c'était peut-être bien il y a 3 ans que tu l'as faite. Donc tu as un peu plus de visibilité, enfin eu le temps aussi le recul suite à cette formation, peut-être le temps de faire des choses suite à ça. Dans ce qu'a dit Dominique, il y a beaucoup de choses que je vais répéter certainement. Nous, c'est clair qu'on l'a fait finalement, ça faisait que 2 ans que Régis était installé sur la ferme, donc c'était peut-être très peu. Mais on avait quand même déjà cette réflexion sur le prix. On avait, dans nos métiers d'avant, on était commerciaux et on était complètement déculpabilisés par rapport au prix. Nous, on a toujours vendu un produit et pas un prix, donc on avait beaucoup de mal justement à le déterminer en même temps ce prix. On avait bien cette notion de prix de revient, mais on s'est aperçu très rapidement en faisant la formation qu'il y avait plein de choses qu'on oubliait, dont notre rémunération. Donc c'était une grosse frustration justement dans ces débuts d'année où on se disait on travaille mais on ne gagne pas d'argent. Bah oui, si on ne l'intègre pas, ça va être compliqué. Après, moi j'ai un mari qui c'est une calculatrice, donc il avait déjà il calcule tout, les temps de travaux et tout, donc ça a été, on était déjà finalement sans le savoir dans cette démarche. Aujourd'hui, clairement, c'est un outil sur notre ferme, comme le tracteur peut en être un. Et voilà, à chaque fois qu'on met une nouvelle culture en place, on se réfère à ça très rapidement, à savoir est-ce que c'est viable ou pas, parce que l'objectif, c'est aussi qu'on soit encore là dans 10 ans. Et l'exemple de la pomme de terre, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais nous, c'est clairement l'exemple sur notre ferme. On voulait tout faire, parce qu'on partait du principe qu'on était capable de le faire, sauf que ce n'était pas du tout rentable. Et la pomme de terre, le chou, nous, sur nos fermes, quand on fait les prix de revient sur 1,5 hectare, ouais, on est très cher. Et on fait le même produit, pour ne pas le nommer, que Dominique. Donc autant l'acheter chez lui. Donc ça nous a aussi beaucoup remis en question, parce que moi, ça, c'était un des fondements à mon installation, c'était on fera tout nous-mêmes. Donc faire de l'achat-revente, c'était un petit échec quand même pour moi.
à aujourd'hui, finalement, je le vis très bien et voilà. Et c'est même, ça a amené du plus sur notre ferme, de la place pour faire autre chose où justement on valorise, quoi. Est-ce que vous avez dû rehausser certains de vos prix ou comment ça s'est passé ? Quand même. D'accord. Oui, même si on était déjà, nous, plus haut que les autres. Mais même encore maintenant, on sait que sur des produits, donc on joue beaucoup sur la balance aussi, sur des produits, on accepte de perdre un peu d'argent, produits d'appel peut-être. Mais on est quand même toujours dans cette logique. Donc oui, alors il y a des produits, on n'ose pas les augmenter parce qu'on se dit que peut-être c'est qu'il faut qu'on les arrête, clairement. Après, nous, on a aussi vente, ce que tu disais, enfin, on vend, nous, beaucoup, c'est vente à la ferme et restaurant. Donc, on n'a pas du tout, enfin, on fait pas de circuit long. Donc, c'est facile aussi pour nous de discuter avec nos clients du pourquoi on est à ce prix-là, quoi. Et c'est la clé d'entrée. Et ce que tu disais, enfin, nous, on vend vraiment un produit dans le sens où sur la vente à la ferme, on a facilement 25 références et je pense qu'il n'y a pas une vente à la ferme où j'oublie pas de mettre un prix. Donc, c'est pas légal du tout, mais c'est un oubli pas. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit à la fin du marché qu'on a tout vendu. Hein. Mais il n'y a jamais un client qui nous a demandé le prix. Donc, il faut vraiment avoir on se crispe trop derrière un prix alors que la personne, elle vient acheter. On est dans de la vente directe, ils font l'effort de venir chez nous, donc ils veulent le produit pour nous nommer Claire et Régis, quoi. Et s'ils viennent chez nous, c'est pas parce qu'ils veulent la carotte de Super U, donc il faut vraiment se déculpabiliser de ça et après on est beaucoup plus à l'aise. Et puis quand on a des commentaires, c'est aussi d'expliquer que le pourquoi. Quand on a toute cette démarche de calcul aussi, c'est facile de se dire le haricot vert, le temps qu'on y passe à le cueillir, voilà. Donc et pour manager aussi les salariés, c'est super important, quoi. Parce que des fois, on peut être crispé à se dire ils avancent pas, mais on reprend et on se dit en fait, on est bon, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'être plus intensif ou voilà. Il y a quelque chose qui est aussi important, qu'il faut pouvoir souligner, c'est que ça marche pour beaucoup de gens quand ils commencent en bio. On va s'installer en bio avec un certain nombre de croyances. La première, c'est la bio accessible pour tout le monde. On ne va pas pratiquer des prix élevés parce que nous-mêmes, quand on était consommateurs, on ne pouvait pas acheter des produits qui étaient trop chers. Et c'est là peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que je comprends qu'on passe par ce stade-là. La seule différence, c'est que je vais passer du stade de moi en tant que personne physique, d'accord, avec mes attentes, mes croyances et un certain nombre de choses, et je vais passer à l'entreprise. Parce que quoi que je fasse et quoi que je dise, ce que j'aurai, c'est une entreprise. Et l'entreprise, elle sera jugée aussi par rapport à sa rentabilité, par rapport à sa capacité à dégager du résultat. Sachant que le résultat, quelque part, c'est votre salaire. Donc, si vous ne dégagez pas de résultat, vous ne dégagez pas de salaire. Donc, si je rentre pas dans ce schéma-là, qui est un schéma... c'est là où c'est difficile, parce que souvent, on est parti là-dedans en se disant moi, je vais faire voir qu'à mon niveau, je peux condamner tous les schémas dans lesquels j'ai vécu. D'accord ? Et parce que moi, je n'étais pas d'accord avec le schéma de l'entreprise avec lequel je travaillais ou dans lequel je travaillais. Et je réprouvais la façon dont on dirigeait l'entreprise. Donc, je vais créer quelque chose d'autre, et moi, ce que je vais faire, ça va être beaucoup mieux. Oui, sauf que ce que je crée, c'est aussi une entreprise. Et cette entreprise, elle marche par quoi ? Par le prix. D'accord ? C'est le prix qui va dégager tout. C'est le prix qui va dégager le produit. Après, il va y avoir un certain nombre de charges, il va y avoir un certain nombre d'autres choses comme ça, mais ça commence par le prix. Et si quelque part, je ne vends pas suffisamment bien mon produit ou que j'ai mal approché ce produit-là, je vais avoir une structure qui va être déficitaire et je ne tiendrai pas. Et l'objectif que l'on a quelque part, c'est quand même un objectif de tenir. Et si soi-même on a cet objectif social, après tout, pourquoi pas ? Et il est louable. Sauf que si notre entreprise, 2 ans après l'avoir créée, s'est cassée la gueule parce qu'on n'avait pas des prix qui permettaient de faire face, l'objectif social, il est tombé par terre. On ne pourra donner que ce que l'on a. C'est-à-dire que je vais pouvoir, quelque part,
asseoir peut-être d'autres créations d'entreprise, faire un certain nombre d'autres actions comme ça, que quand moi, mon entreprise, elle va avoir les moyens de le faire. Elle aura les moyens de le faire que quand j'aurai un prix qui sera rémunérateur. D'accord ? C'est ça aussi, cette notion-là. C'est une notion qui va me concerner directement, mais qui va concerner aussi tout le reste. Et si mon entreprise, 2 ans après, elle a périclité, bah, de fait, j'aurais jamais rien fait, quoi. Du coup, on arrive au terme de la conférence. Vous comprendrez que cette méthode, elle s'adapte à tous les systèmes, que c'est une méthode qui permet de, par le calcul du prix de revient et de son prix de vente, de sécuriser les exploitations et puis d'anticiper de nouveaux projets. On a aussi vu que le fait de réaliser ce calcul sur sa ferme permet de re-questionner son système et peut-être de faire des choix le faisant évoluer. Et finalement aussi, ce qui est ressorti d'intéressant, c'est que le fait de réaliser ce calcul permet aussi aux producteurs de mieux pouvoir expliquer son prix et de peut-être aussi prendre une certaine assurance pour pouvoir vendre ses produits au prix qu'ils jugent juste. Le temps était compté pour la conférence, 1h30, c'est court pour parler de ces questions-là. On n'est pas rentré dans le détail du calcul parce que ça serait beaucoup trop long. Je vous invite plutôt, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à faire en sorte que ces formations-là se développent sur vos territoires et bien sûr à y participer. Et puis, vraiment, il faut savoir que au départ, nous, au Gap d'Armor, on a proposé des formations comme ça. On avait 5 participants, on était déficitaires. Aujourd'hui, je suis obligée de refuser des personnes. Donc il faut aussi, à un moment donné, prendre le risque de le faire. C'est des thématiques qui méritent d'être traitées sur les territoires. Et voilà, il faut qu'il y ait des personnes qui se motivent aussi pour que ça se développe, cette approche se développe. Voilà, encore merci à Richard pour sa participation, à Dominique pour le témoignage de Claire, et puis bonne continuation à tous dans vos réflexions.